Hello everyone! Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, les 99 fautes les plus courantes que vous faites peut-être encore en partie, évidemment pas en totalité, mais c'est vraiment là où on se trompe le plus souvent quand on est francophone et qu'on veut parler anglais correctement. On voit ça tout de suite. So, let's do it! Et on commence glorieusement par même deux fautes dans la phrase. Ici, vous avez since alors qu'on a 10 years. Et pour dire depuis plus une durée, c'est for. OK? For 10 years. Si c'était depuis 2025, on dirait, comme c'est un point dans le temps, je me pousse un peu, since. Exactement. Since, depuis 2025. On sait donc une date, c'est since. C'est un E à la fin. C'est presque ça. Hein? Et quand c'est une durée, on a for. Mais en plus, comme j'habite ici depuis 10 ans, ça commence dans le passé. Donc là, ça fait 10 ans et ça a commencé. Alors, on va mettre à 0 par convention et ça a commencé à moins 10. Donc, il y a 10 ans, vous voyez. Donc là, il faut utiliser le present perfect. Soit simple, soit continu. Vous pouvez employer celui que vous voulez. Là, c'est le présent present perfect continuous. I have been living here for 10 years. Mais jamais, comme en français, jamais I am living ou I live depuis 10 ans. Ça ne marche pas. Ça doit être le present perfect. Pourquoi? Parce que ça a commencé dans le passé et ça continue jusque dans le présent. Donc, soit I have been living, OK? C'est vraiment une erreur très très courante, soit I have lived. Dites-moi si c'est clair, chers amis. Maintenant, je l'ai vu quand? Hier. Sauf que là, c'est l'inverse. Comme c'est hier, c'est yesterday. D'ailleurs, vous voyez ici, vous avez l'apostrophe qui nous indique que cette syllabe derrière, elle est accentuée. Yesterday et pas yesterday. Non. Yesterday, exactly. Maintenant, c'est comme c'est hier, donc on doit utiliser le passé. On ne peut pas utiliser le present perfect parce que c'est une action qui est circonscrite dans le passé. So, the only solution here is to say, I saw him yesterday. You may not. Vous avez interdiction totale de dire, si je puis dire, I have seen him yesterday. Ça, vous voyez, il faut vraiment, vraiment faire attention. Quand j'arriverai, futur en français, sauf qu'en anglais, après when, si vous voulez exprimer le futur, vous devez utiliser le présent. D'accord? Quand j'arriverai, je t'appellerai. Donc là, par contre, vous avez bien le futur normalement. C'est une autre proposition avec apostrophe 2L. En fait, c'est la contraction de will, qui est le modal pour exprimer le futur. Je t'appellerai. OK? So, c'est pas quand je serai riche. Quand je serai riche, c'est pas when I will be rich. C'est when I'm rich, okay? Or when I'm fluent in English, okay? Fluent in, et attention, comme d'habitude, à tous les noms de langue, on met bien une majuscule, ok? Continuons, chers amis, dans la joie et la bonne humeur. In a joyful atmosphere. Même chose ici, j'attends depuis une heure. C'est pas I am waiting ou I wait. Ça ne marche pas. Ça fait une heure que j'attends. Là, on est à T0. Ça a commencé à minus 1 hour. OK? Et là, j'attends. Et là, dans le présent, au moment où je vous prononce cette phrase, j'attends encore. Quel temps il faut utiliser? Pour une action qui commence dans le passé et qui continue dans le présent, exactement. Le present perfect, mais comme elle continue dans le présent, continuous. Okay? I've been waiting for 1 hour. Et surtout pas since, on l'a vu précédemment. Pourquoi? Parce que c'est for plus une durée. Je vais me pousser, ne vous inquiétez pas. Chers amis, duration, ok? For plus duration, since, plus, je sais, je gribouille, plus une date. Maintenant, je suis né de manière presque existentielle. Si vous dites je suis né, c'est que ça s'est produit dans le passé, sinon vous ne pourriez pas le dire. Donc, on doit utiliser le passé. Donc, le verbe ici, c'est to be born.
OK? La forme passée de to be, quand c'est I, c'est I was born et pas I am born in 1985, for example. Attention, grosse faute qui revient très souvent. Maintenant, regardez, depuis combien de temps travailles-tu ici? Donc là, normalement, ça doit être un peu plus facile. Là, on est en train d'acquérir cette dextérité, ces automatismes concernant le present perfect. Depuis combien de temps? Par exemple, depuis 2 ans. For 2 years. Depuis 2024. Allez, on va changer. Since 2024. OK, vous décomposez toujours après dans 2000 et vous dites 2024. OK, ça c'est facile. OK. So, depuis combien de temps? C'est how long. C'est pas since how long. Non. C'est how long have you been working et le depuis combien de temps on l'exprime par ce present perfect continuous que je vous ai. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon. Que je vous ai décortiqué dans cette phrase juste en haut. OK. Dites-moi si c'est clair. Depuis combien de temps? C'est simplement how long. Ça, c'est vraiment la faute à ne pas faire, c'est-à-dire ajouter un since devant. How long? All right? Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, chers amis, vous les mettez juste en dessous. Je sais, chers amis, je suis désolé que je vous casse la tête avec ce present perfect, mais c'est vraiment la faute qui revient dans les grosses fautes de temps, puisqu'on a tendance à partir du français, d'accord? Et à ne pas sous-utiliser en anglais le present perfect. Je suis à ce poste depuis 3 ans, d'accord? Donc là, ça fait 3 ans, au moment où je prononce cette phrase, ça a commencé à -3, OK? Donc, je suis à ce poste depuis 3 ans. Déjà, c'est for ou c'est since? Exactement, for. For 3 years. OK, to be in this job. All right. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? To be in this job, on dit, OK, present perfect, puisque ça fait 3 ans que ça se déroule, OK? I've been perfect et non pas I am. I've been in this job for 4 years, 5 years, 20 years, whatever. OK? Maintenant, regardez. Maintenant, je pense que ça va être facilement compréhensible, mais ce n'est pas du tout intuitif. C'est la première fois que je mange des sushis. Et là, on se plante tous et on dit « I eat sushi ». Non. It's the first time. Je reprends mon magnifique graphique du temps qui passe. Au moment où je dis ça, mes sushis, je les ai mangés un petit peu avant, donc minus 10 minutes, par exemple. C'est totalement arbitraire. Donc, en fait, ce que je fais, je relate. Pardon, regardez, on va même faire mieux. C'est le temps qui passe, ici T0, je mange mes sushis à moins 10 minutes et je parle au présent d'une action qui s'est déroulée dans le passé. Donc, je relate la conséquence d'une action qui s'est passée un petit peu avant. Je relate au présent, je vous parle au présent de quelque chose que je viens de faire. Je relate une expérience. Et quand on parle d'une expérience, qu'est-ce que c'est en anglais? C'est l'utilisation du present perfect simple. Et c'était quoi l'expérience? C'est la première fois. D'accord? Là, maintenant, là, je vous dis, là, aujourd'hui, c'est la première fois que je mange des sushis. It's the first time I have eaten sushi. I have eaten sushi. OK? Et par contre, enfin pas par contre, mais ça marche aussi à la forme négative. Donc, encore à la forme négative, c'est yet. Si je ne l'ai pas encore fait, je vous exprime le fait que je n'ai pas fait quelque chose dans le passé, d'accord? Et au moment où je parle, ce n'est toujours pas fait. Donc là aussi, il faut le present perfect. Donc ce n'est surtout pas I didn't eat yet or I am not eaten yet. Non, ça ne va pas du tout, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on exprime au présent que quelque chose n'a pas été fait dans le passé. Là, juste avant, par exemple. Donc ça sera I haven't eaten yet. Et du coup, I'd like to eat now, or we could eat now. Vous voyez, il y a toujours en fait aussi en filigrane une conséquence dans le présent. Du coup, on pourrait manger maintenant, mais pour ça, il vous faut évidemment le contexte.
Mais si c'était je n'avais pas encore mangé, ça serait je n'avais pas encore mangé. I hadn't eaten yet. Je n'avais pas encore mangé lorsque tu entras dans la pièce, par exemple. Voyez? Avant que tu entres, je n'avais pas mangé. Passé du passé. Là, c'est au moment où je parle, j'exprime le fait que dans le passé, je n'ai pas mangé. C'est pour ça que c'est le present perfect ici. OK? Vraiment, si mes explications ne sont pas claires, vous avez le moindre doute, mettez un commentaire juste en dessous, je suis là pour vous aider. Attention à ces grosses fautes récurrentes. Je suis marié avec elle. I am married to her. Pas I am married with her. Non. To marry someone, c'est marier quelqu'un, se marier avec quelqu'un. To marry someone. Donc là, il n'y a pas de préposition. To marry someone. And I'm married with... Non, I'm married to her. Attention. Dépendre de quelqu'un, de quelque chose. It depends on you et pas of. Non. Non, 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 non. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, je vous réécris une deuxième fois la faute. C'est bête. Une seconde fois, pardon. Maintenant, ce n'est pas une erreur de préposition, mais je voulais quand même le mettre ici parce que c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent et je vous en supplie, ne faites plus cette faute aussi. C'est pour dire « je suis d'accord », l'utilisation du verbe « être » en anglais. C'est faux. En anglais, ce n'est pas « être d'accord »,« to be agree », ce n'est pas ça, c'est « to agree », simplement. Agréer. On agrée avec quelqu'un pour dire « être d'accord » en anglais. D'ailleurs, ça a donné… Enfin, c'est l'inverse. La racine française, on l'a conservée dans la langue de Molière moderne parce que, par exemple, on dit un agrément ou veuillez agréer, etc. D'accord? Donc, le sens est un peu élargi, mais dans agrément, vous avez toujours cette notion d'accord qu'on retrouve ici avec être d'accord, qui est to agree. I agree with you. Avec toi. Je suis d'accord avec toi. I agree with you. Et surtout pas je ne le prononce même pas parce que c'est vraiment une grosse faute. Être intéressé par quelque chose, c'est la préposition in. C'est pas et in plus ing. Hein. In learning, in doing, in speaking English, and so on. C'est pas to learn. Non, non. Grosse faute. She's good at English. Là aussi, attention. On est vraiment dans les formes les plus courantes. Être bon en quelque chose, c'est to be good at. Et ce n'est pas un good. All right? Continuons. We arrived. Nous sommes arrivés à Paris. Alors, ce n'est pas to arrive at. Ce n'est pas to arrive to. C'est we arrived in Paris. D'accord? Alors, vous allez me dire, mais pourquoi je ne pourrais pas dire ça? Vous pouvez le dire selon le contexte. Ici, là, c'est une forme purement passée. Donc, par exemple, ça sera, il faudrait un contexte. On pourrait rajouter à l'écrit, ici, we arrived in Paris yesterday. Yesterday. Oh my goodness. Sorry. Yesterday, hier. Et we have arrived in Paris today, for example. Maintenant, on y est, ça y est. On est arrivé un petit peu avant et même au moment où je te parle, là, j'y suis. We have arrived in Paris today. OK? Et parfois, on veut faire du zèle et pour dire, par exemple, être fier d'eux, on va dire I'm proud to. Non, I'm proud of you. Alors ça, c'est une faute peut-être un peu moins courante et pour nous, comme on est francophone, on va peut-être dire aussi from. Non, parce que ça traduit de. Donc c'est to be proud of someone et c'est proud, pas to be prude. On n'est pas prude, on est proud. OK, perfect, parce que ça ne sert à rien d'avoir la bonne préposition si vous n'avez pas la bonne prononciation. So, il est différent de son frère. To be different from his brother. Brother. OK? To be different from. Attention, vous voyez, on a le même mot en français ici
Et ici, pourtant, là, c'est of et là, c'est from. Donc, pour les prépositions, très souvent et de manière générale, vous le savez, pour la construction de la phrase, donc l'utilisation du bon temps, traduire avec, alors des fois, il faut évidemment une expression très particulière en anglais qui correspond à une expression bien spécifique en français, mais parfois, même si on a un effet miroir, vous voyez, c'est quand même pas très différent d'avoir different et différent. Et bien pourtant, pour la préposition, c'est bien une préposition différente. So, c'est le cas de le dire. She's scared of going. Si vous avez une forme verbale et avant vous avez une préposition, dans 99% du temps, vous aurez ing. On ne dira jamais, par exemple, sauf si c'est évidemment to. D'accord? Si c'est to, dans 99% des cas, vous avez juste la base verbale, c'est-à-dire to go, par exemple. Mais par contre, si vous avez of, vous pouvez être sûr que derrière, je ne vois pas de cas où ça ne serait d'ailleurs pas ça. Vous aurez ing. Par exemple, of going. To be scared of going. Avoir peur d'y aller, de sortir. Of going outside. Et c'est surtout pas to be scared or is scared of go outside. Non. Ça, tout ce que je vous montre ici, c'est vraiment de l'anglais essentiel. Rire de quelque chose au sens de se moquer, c'est to laugh at someone's joke, for example. Quand vous écoutez la musique, vous avez un verbe en français dit transitif direct. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est très simple. Transitif qui accepte un complément. Ici, écoutez quoi? La musique. La musique, c'est votre complément. Et vous voyez, il est direct. On n'écoute pas par la musique. Non, on écoute simplement la musique. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de préposition en français pour introduire le complément. C'est pour ça que c'est un transitif direct. En anglais, malheureusement, c'est aussi un transitif, mais indirect, puisqu'on a bien la préposition to. Donc, il faut vous méfier. I listened to the music, ok? I'm listening to you. Je t'écoute, c'est pas I'm listening you. Je vous l'écris ici. I'm listening et pas listening, évidemment. I'm listening. Pardon? Je n'ai pas entendu, justement. I'm listening to you. I'm listening to you. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, tout ce que vous voyez ici, si vous voulez télécharger le récap et faire le quiz d'application, profitez-en, chers amis. C'est pour vous et c'est en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite pour télécharger les slides, les magnifiques slides qui s'affichent sous vos yeux ébahis sur l'écran, vous avez le lien dans la description de la vidéo aussi, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Maintenant, grosse faute aussi, une de mes entre guillemets préférées, attendre quelqu'un. Même chose, transitif direct en français, mais transitif indirect en anglais. Si je vous dis « je t'attends », comment vous le traduisez en anglais? I'm waiting, je t'attends, je t'attends, Il n'y avait pas une chanson comme ça? Bon, on va s'en tenir à l'anglais, excusez-moi. Je digresse, hein, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il est pénible? I'm waiting for you. C'est pas I'm waiting you, parce que quand vous dites I'm waiting you, c'est horrible. C'est vraiment... Alors, personne, il ne va pas arriver d'accident, tout va bien, d'accord? Il ne faut pas non plus se mettre trop la pression. Là, je caricature pour faire ressortir le côté vraiment important de tout ce qu'on voit ici, mais vous m'avez compris, le but du jeu, c'est surtout pas de vous montrer du doigt et de vous dire « Ah, encore une faute là, ah, c'est vraiment nul, tu ne vas jamais y arriver ». Non, c'est exactement le contraire. Par contre, ce que je vous demanderais de faire, c'est mettez-vous dans la peau d'un anglophone et c'est comme en français si je vous disais « elle l'attend pour son ami ». Là, vous dites « elle attend pour son ami », donc elle attend son ami. Vous voyez, vous entendez direct la faute. Ben là, c'est la même chose. Si je vous dis « I'm waiting you » ou au pire, pour dire « je t'attends » au sens de « je t'attends », vous loupez le temps et vous dites « I wait you ». Et là, sorry, do not understand. Donc, I'm waiting for you. Donc, le mieux, franchement, c'est de noter la phrase en français
Et après, de temps en temps, vous revenez dessus, vous cachez la phrase en anglais, vous essayez de reconstituer la phrase en anglais à partir de la phrase en français. C'est vraiment la meilleure solution. Alors là, j'ai mis que des formes simples, présent simple, mais ça pourrait être aussi du présent continu, c'est-à-dire une action en train de se dérouler. Mais ce n'est pas ça, c'est pas le temps qui est important ici, ça dépend simplement du contexte. C'est le fait de se tromper au niveau du sens. Si je vous dis en anglais, en français, pardon, passer un examen, c'est que je ne l'ai pas encore réussi, je suis en train de le faire. Donc, ce n'est pas to do an exam, ce n'est pas to pass an exam, sûrement pas. C'est to take an exam. I take an exam. Si vous le réussissez, vous avez par exemple hier réussi un examen, c'est I passed. J'ai réussi l'examen? Non. Yes. Oh yes. J'ai réussi l'examen. I passed the exam. J'ai passé l'examen hier. I took the exam yesterday. OK? Assister à la réunion. Là, c'est le contraire dans le sens, par rapport à nos exemples précédents, on a un transitif indirect en français. On assiste à quelque chose en français. En anglais, on assiste simplement. To attend a meeting. OK? I attend the meeting. Et ce n'est pas I attend, non. I attend, to attend. Et voyez, en fait, pour le mémoriser, qu'est-ce qu'on fait dans une réunion? Généralement, les réunions, il n'y a rien de plus. Ça peut être un peu ennuyant. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe son temps à attendre. Et comme on dit assister à une réunion, to attend a meeting, OK? Ou n'importe quel événement. Donc, ça ressemble, c'est très proche du mot français. Poser une question. Poser une question. On ne demande pas en anglais parce que si vous dites I demand, ça veut dire j'exige. En français, en anglais, quand on pose une question, on ask. OK? I ask a question. Maintenant, là, je suis en train de poser une question. I'm asking a question. OK? I'm not demanding a question. I demand. Vous voyez, il y a un côté vraiment, moi, je donne un ordre. Donc, évitez I demand. Quand on organise une fête et party, en anglais, on la jette, to throw. I throw a party. Et ce n'est pas I make a party. Doesn't work. OK. I'm organizing a party. Pas de problème. I organize. Alors après, vous choisissez le bon temps, évidemment. American English, c'est avec un Z, un Z. British English, il me semble que c'est SE, mais comme je suis plus American English, parfois, j'hésite, mais je suis quasiment sûr de mon coup. So, je vérifie le document. Vous ne dites pas I control the document. Non, c'est I check. Vérifier, vraiment mettre en place une vérification, c'est to check. Je fais du jogging. Vous ne dites pas I do jogging ou I make jogging, parce que là, on a l'impression même que vous fabriquez si vous utilisez to make. Vous dites I go jogging every day. Every day. Voilà. C'est totalement faux, bien sûr. Once per week, I go to the gym. Yep. So I go jogging. I check. I throw. To throw. I throw a party. All right? Perfect. Aïe, aïe, aïe. Celui-ci, je vais vous mettre 4 panneaux. Attention, parce que c'est une énorme faute, sans doute la plus grosse. Quand vous donnez votre âge, on a un âge en français. On est un âge en anglais. Donc, I am 30 ou alors I am 30 years old. Mais jamais I am 30 years. Ça ne marche pas. Et encore moins I have 30 years. Là, c'est double faute. Attention, I am 30 ou I am 30 years old. OK. Maintenant, si vous faites de votre mieux, vous ne dites pas I am doing my possible. Non, non, non. You're doing your best. Exactly. I know you're doing your best. Hein? Vraiment, j'insiste. Je sais que vous faites de votre mieux. Et encore une fois, ici, l'idée, ce n'est pas du tout de vous stigmatiser, simplement de caricaturer, pardon, je vais y arriver, c'est le cas de le dire, et faire ressortir en fait ce qu'il ne faut surtout pas faire, s'il vous plaît, chers amis.
Donc, si vous faites un régime, si vous suivez un régime, you do not follow on a diet or a diet, you are, to be, she is on a diet. Et pas a diète, hein. A diet. Pas a diète, a diet. Yes. Maintenant, si vous aidez quelqu'un, you help. For example, your colleague. OK, colleague. Vous voyez, l'apostrophe ici nous indique que nous avons une accentuation sur la première syllabe. You help, you do not assist. Aider quelqu'un to help someone. OK? Maintenant, si vous gérez, vous contrôlez la situation, vous ne dites pas, he controls the situation. Non, he handles, to handle, manipuler. D'accord? He handles the situation. Maintenant, en anglais, you do not present your excuses, it does not work. C'est I present my... Non, ça ne marche pas. Ben non, c'était pour voir si vous suiviez réellement. I apologize. S'excuser, I apologize. I apologize. Good job. And do not apologize. You are learning, OK? Pour dire que quelqu'un est sympa, on dit nice, on ne dit pas sympathique. Non, he's very nice, OK? Donc celui-ci, vous l'oubliez, plus facile. Si vous voulez dire en fait et non pas actuellement, vous utilisez actually. Actually, I'm thinking of. En fait, je suis en train de penser que c'est actually, vous voyez? Si c'est actuellement, par contre, là, maintenant, c'est currently, OK? C'est pas actually. Non. Et je ne sais pas pourquoi je l'écris vu qu'il est juste là. Mais bon, c'est pas grave. C'est maintenant, là, je suis en train, en ce moment, c'est currently, c'est pas actually. Faites attention, elle ressemble beaucoup au français. Et maintenant, elle viendra peut-être, c'est pas she will eventually come, parce que là, vous dites eventually, éventuellement, non, ça marche pas. C'est, on doit exprimer la probabilité, certes, pas forcément très élevée, en anglais par un modal. Tout à fait. Et ce modal, c'est she might, ou même vous pourriez dire she may, ok, c'est un M aussi, she may come, she might come. Si vous voulez dire, il se peut qu'il pleuve, en 3 mots. It might ou it may rain. All right? It may, it might rain. OK? Si vous avez des questions sur ce may et sur ce might, n'hésitez pas, vous me les mettez juste en dessous, j'y répondrai avec grand plaisir. Une déception en anglais, ce n'est pas deception, non. It was a real disappointment. To disappoint, décevoir, disappointment. It was a real disappointment. Perfect. Now, il prétend être riche. C'est pas he pretends. To pretend en anglais, c'est faire semblant. Par exemple, si je vous dis stop pretending, ça veut dire en gros arrête de simuler, arrête de faire semblant. OK? Donc, par contre, prétendre au sens français, c'est to claim. Exactement. He claims to be rich. OK? Maintenant, regardez. J'adore la lecture. Lecture, c'est soit faire la morale à quelqu'un, to lecture someone, soit donner un cours magistral, d'accord? Si vous aimez la lecture au sens de lire des livres, ça se dit reading, exactly. I love reading. Faites bien attention, ce n'est pas lecture. Perfect. C'est bon, vous les avez tous. Disappointment, to claim, and reading, not lecture. Donc, soit vous dites bookstore, soit bookshop. Bookshop, c'est plus un bookshop, British English, OK. Quand vous avez store, avec ce R, bien à l'américaine, vous l'avez compris évidemment, c'est la version outre-Atlantique et bookshop, c'est la version outre-Manche. Mais, là où je voulais que vous prêtiez attention, ce n'est pas sur bookshop, c'est sur library. Library, ce n'est pas la librairie. Qu'est-ce qu'une librairie? C'est une boutique où on vend des livres en français. Et la bibliothèque, c'est le service financé par la ville, l'État, le département, etc., qui permet d'emprunter des livres. Donc, le business, c'est le bookshop ou le bookstore,
Donc, la librairie, par contre, la bibliothèque, c'est library en anglais. Et c'est là où il ne faut pas vous tromper, parce que souvent, pour dire librairie, vous dites library, et en fait, c'est soit bookstore ou bookshop. Maintenant, si vous êtes sensible, alors peut-être que vous êtes sensible en anglais, mais sensible, c'est raisonnable. Sensible, ça se dit sensitive, ok? Sensitive, vous voyez ici, vous avez votre accentuation, sensitive. Maintenant, si c'est très propre, ce n'est pas proper. D'accord? C'est clean, par exemple, par opposition à sale qui se dit dirty. Maintenant, si vous avez bien gagné, non, je vais prendre un autre exemple. Si vous parlez bien anglais, on va dire, et là, vous voyez qu'on est très proche quand même du sens, mais au sens figuré du terme, du sens propre. That's proper English. Ça, c'est de l'anglais qui est correct. That's proper English. Donc, proper, ça existe, mais pas au sens de clean. D'accord? Yes? Ou en tout cas, pas au sens littéral de clean. Maintenant, pour dire formidable, vous ne dites pas formidable, vous dites amazing. For example, it was an amazing match. Parce que formidable, ça existe, mais ça veut dire redoutable. Par exemple, un adversaire redoutable est formidable opponent. OK? Opponent. Double P, a formidable opponent. It was an amazing match. My teacher is very understanding. Il est compréhensif, il n'est pas comprehensive. Parce que si vous dites comprehensive, ça veut dire qu'il recoupe tout ce qu'il faut savoir dans un domaine donné. Par exemple, exhaustif, exactement en bon français. Et comprehensive guide, un guide exhaustif sur tel ou tel sujet. Donc, par exemple, vous aurez très souvent AI, donc Artificial Intelligence. Donc, vous mettez le nom du domaine, ce sur quoi porte le guide, 2 points, et Comprehensive Guide, OK? Artificial Intelligence, AI, en français, IA. Attention, ça, vous allez en entendre parler de plus en plus dans les années qui viennent. C'est aussi quelque chose à savoir, culture générale. Okay. AI, IA, intelligence artificielle, artificial intelligence, a comprehensive guide. Donc, compréhensif se dit, non, pas comprehensive. Comprehensive, non. Understanding, exactly. So, your teacher is understanding and the guide is comprehensive. So, what a chance. Ça ne marche pas. Chance, c'est le hasard. Hazard en anglais, c'est le danger. Et fortune, c'est la chance au sens du destin. D'accord? En anglais, fortune. Fortune. Yes, perfect. Good fortune, for example. Donc, quelle chance? How lucky. Et vous pouvez rajouter, par exemple, you are. Tu as vraiment de la chance. How lucky you are. How lucky. Et pas oh lucky. Non. How lucky. Et donc, la chance, si ça c'est chanceux, lucky c'est chanceux, la chance c'est luck. Good luck. Bonne chance. Il est formellement interdit de dire, sous peine de voir ses oreilles, siffler, I am desolate. Non, you're not very desolate. Non, you're very sorry, you're sorry, okay? Please do not say that. I made a résumé of the book. Non plus. J'ai fait un résumé du livre. Et résumé, c'est un CV en anglais. Et résumé. Et c'est un des rares mots où parfois vous avez un accent aigu. Et quand les anglophones veulent vraiment bien faire, ils en mettent un second. Mais alors très souvent, vous le voyez, sans accent. Okay? CV, a résumé. I made a summary. Okay? Où vous avez le verbe aussi. Exactement. Certains l'avancent. Vous avez raison. To summarize. To summarize. Z. Okay. She's very gentle. She's very kind. Kind, donc la gentillesse et kindness, c'est vraiment la gentillesse pure.
C'est pas ce côté sociable, sympa. Alors, on peut être gentil et sociable, bien sûr, mais c'est vraiment la gentillesse dans sa forme la plus noble et la plus pure, d'accord? Kind. Quand on fait une erreur, on ne do pas a mistake. You make a mistake. OK? You make a mistake. Quand vous faites du sport, là, justement, c'est pas I make sport, c'est I do sport. Ou I do sports. OK? I do sports. I make a mistake. A mistake. Je fais une suggestion, c'est I make a suggestion. Donc, bon, ça, il faut l'apprendre. Petit à petit, ça vient en automatisme. Vous ne pouvez pas l'inventer, hein, bien sûr qu'on soit bien d'accord. On continue notre chemin pour bien différencier do et make. Faire de son mieux, c'est to do one's best. Elle a fait de son mieux, par exemple hier, donc là je vous donne le contexte, c'est donc du passé. She did her best. Right now, I'm doing my best. Maintenant là, je fais de mon mieux. Je fais mes devoirs, c'est pas to make, non, c'est to do my homework. Et attention, c'est un nom collectif, les devoirs, c'est un tout, c'est donc au singulier. D'accord? Jamais de S. My homework. Maintenant, si vous faites des progrès, you made, or he made, vous avez fait dans le passé, he made great progress. Et les progrès, c'est pareil, attention, c'est pas progresses, non. He made great progress. C'est très simple, vous voyez. Ça reste au singulier, il n'y a pas d'article compliqué comme en français de, il n'y a pas des accords en nombre, en jar, donc d'ailleurs là, au passage, on ne rajoute pas un deuxième S en français, qu'on n'entend pas en plus à l'oral. Imaginez, c'est beaucoup plus simple en anglais. He made great progress. Facile. Maintenant, quand vous fabriquez, quand vous confectionnez quelque chose, généralement, dans 99% des cas, ça va être avec make. Donc, elle a fait une robe, c'est pas she did a dress, c'est she made a dress. Sinon, c'est presque incompréhensible. Faire des affaires, c'est une expression figée, il faut la prendre comme ça. C'est to do business together or with someone, avec quelqu'un. To do research, faire des recherches, c'est comme to do business. Vous avez d'ailleurs une accentuation sur la première syllabe. Hein. Hop, c'est deux premières lettres. To do research, to do business. Faire du business, faire des recherches. On something, faire des recherches, bon, c'est facile. Hein. Vous me direz, il y a une symétrie sur quelque chose. Quand c'est à propos de quelque chose, c'est soit, ou sur quelque chose, c'est soit on, soit about. OK? Mais là, sur un sujet donné, c'est on this topic. Topic, c'est le thème, d'accord? Sujet. Topic. Passons maintenant à la distinction entre ces quatre verbes. To say, dire. To tell, c'est dire, mais aussi dire, expliquer, raconter. To speak, c'est parler. Et to talk, c'est parler, mais aussi sous forme de bavardage, d'accord? Donc, dire la vérité, c'est raconter la vérité. To tell, parce que c'est toujours un peu subjectif. To tell the truth, OK? Ou pas d'ailleurs. Ça pourrait se discuter. He told me the truth, OK? To tell someone something. Someone, something. Il n'y a pas he told to me. Non, he told me to tell someone something. Elle a dit qu'elle était heureuse. Donc là, c'est dire au sens de prononcer des paroles. C'est donc she said. OK? Ou même she had said, si on rapporte les paroles. She said she was happy. OK? She had said she was happy. Dire quelque chose, des paroles, to say something, OK? Est-ce que tu peux m'en parler? Can you tell me about it? On ne peut pas dire can you say me about it? Est-ce que tu peux m'en parler? Vous voyez, se parler. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Quand il y a cette forme de soit raconter, soit expliquer, élaborer verbalement, ça va être le verbe to tell, OK? So, can you tell me about it? Can you tell me more about it? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Est-ce que tu peux m'en parler? Vous voyez, ce m'en là, ce en, c'est parler de quelque chose. On le retrouve ici, about it. OK?
Pour exprimer la capacité à parler une langue, c'est le verbe to speak. So you speak English, you do not talk English, non. I speak English very well. Et English, French, etc., c'est toujours avec une majuscule pour les noms de langue. All right? So I speak English very well. Il m'a expliqué le problème. He explained me the problem. Non, non, non. He explained the problem to me. Okay? Or he told me about the problem. Okay? He told me to tell someone about something. He told me about the problem. He explained the problem to me. To explain something, the problem to someone, to me. Okay? Donc là, vous voyez, ces structures, c'est quelque chose qui se travaille avec la pratique, bien évidemment. Et discuter au sens de débattre, ça ne se dit pas to speak ni to talk, c'est to discuss, d'accord? Avec une accentuation sur la seconde partie du mot. To discuss something, c'est vraiment discuter au sens de débattre. Ok? C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on a une forme très proche du français pour dire débattre, puisque c'est une passion nationale. I want, pour le meilleur et pour le pire, attention, hein, je dis ça de manière neutre, vraiment, je précise, et sans aucun sous-entendu. I want to discuss this, ok? To discuss something, c'est je veux parler, débattre, je veux émettre une opinion parce que je voudrais faire changer ta position. Vous voyez, il y a le côté négocier. To discuss something, all right? Souvenez-vous de ce qu'on a tous ou presque détesté à un moment de notre vie, les devoirs. Et alors, dites-moi, c'est ce dont il faut se souvenir, comment ça se dit en anglais? Exactement. Homework. Le travail à la maison, littéralement. Homework, évidemment, un seul mot. Homework. OK. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de S. Pourquoi? Parce que c'est un tout, c'est un nom collectif. C'est donc au singulier. Homework. OK? Vous avez un ensemble de noms génériques, donc vraiment très communs en anglais, qui fonctionnent exactement de la même façon. Et notamment ces trois, vraiment très courants. Information, on ne dira jamais informations. Non. On ne dira jamais advices, on dira advice. D'ailleurs, une information, c'est a piece of information. A piece of advice, c'est un conseil. A piece of furniture, c'est un meuble. Furnitures, ça n'existe pas. C'est furniture, les meubles. Advice, information. Donc derrière, pour ces trois-là, qu'est-ce que vous mettez? Vous mettez is. Your advice is good. Your information is good. Your furniture is nice. Tes informations, tes conseils sont bons. Tes meubles sont beaux. Your furniture is amazing. En fait, c'est tes meubles de manière générale, tes informations de manière générale, tes conseils de manière générale. Donc, advice, information, furniture, c'est la forme plurielle et derrière vous mettez donc le verbe au singulier. Pourquoi? Parce que c'est un nom générique. Vous allez me dire, ok, mais alors du coup, comment je dis un conseil, un meuble, une information? Ben, vous appliquez ce principe, vous rajoutez a piece of information, advice, furniture. Une information, un conseil, piece of furniture, un meuble. Facile maintenant. Yes? Bon. Si vous avez des questions, vous les mettez juste en dessous. Une faute récurrente, les poils, c'est hairs, avec un S. Donc si vous dites « She has beautiful hairs », vous dites « Elle a de magnifiques poils ». Alors peut-être que c'était le sens que vous souhaitiez donner à la phrase, mais permettez-moi de penser que c'est peut-être pas exactement ça. D'accord? Donc hairs, les poils, hair, le cheveu, les cheveux. OK? She has beautiful hair. Elle a de magnifiques, là c'est même magnifique, hein? Magnifiques cheveux. All right, maintenant, c'est une bonne nouvelle. This is good news. Alors là, c'est ultra glissant comme pente. Parce qu'en fait, news, c'est comme furniture, luggage,
Qu'est-ce qu'on avait aussi? Information, advice. C'est un nom collectif. Vous allez me dire, oui, mais il y a bien le S. Oui, mais en fait, news, c'est les nouvelles. Et une nouvelle, c'est a piece of news. Et ce n'est pas parce que vous avez un S que vous allez mettre news are good. Non. The news is good. This is good news. Is. Tout le temps is. Malgré la présence du S ici. Quand vous voulez dire très vite, ce n'est pas fastly. Ça sera soit very fast, soit very quickly, si vous le retrouvez le LY. Attention, ça c'est hyper important. Donc là, ça n'a rien à voir avec les noms collectifs, hein, bien sûr. On est sur un autre registre. On est vraiment dans les fautes courantes. Très vite, c'est soit very fast, soit very quickly. Et quickly, ce sera plutôt l'adverbe rapidement. Parce qu'en anglais, en français, pardon, on ne dit pas très vitement, on dit très vite. On dit très rapide. Very quick, très rapidement, very quickly. OK? Très vite, very fast. Très vitement, non. Donc, en anglais, on ne dit pas non plus very fastly. OK? Yes? Le savoir, c'est knowledge. OK? Donc, j'ai beaucoup de connaissances. I have a lot of knowledge. Beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. Et jamais, alors knowledge, non, jamais, ça aussi. Mais jamais knowledges, c'est toujours knowledge. Ça reste, là aussi, non collectif, au singulier. She bought new clothes. Bon, new clothing, je l'ai vu parfois, mais les vêtements, clothes. Et pas besoin de faire le TH, le son, c'est pas clothes, clothes. Vous pouvez le faire techniquement en anglais britannique, mais franchement, dans 99% des cas, et notamment en anglais américain, vous faites un Z, un THE, et c'est très bien, OK? Alors attention, je vais vous le faire correctement. Voilà. Z comme Zorro. Clothes. Perfect. I have a lot of, eh bien voilà, je vous en parlais juste avant. A lot of luggage. Luggage, les bagages. Un bagage. Et piece. Oui, j'ai fait une faute. Et piece, comment ça, c'est pas la première fois? Bon, vous n'avez pas tout à fait tort. Et piece of luggage. OK, ça c'est un bagage. Les bagages, luggage. Et surtout pas, s'il vous plaît, luggages. Jamais. Ça c'est horrible, ça écorche l'oreille. Si vous vous ennuyez, ce n'est pas vous qui êtes ennuyant, c'est donc votre état, ennuyé. Donc vous êtes bored. Vous n'êtes pas boring. Par contre, si quelque chose provoque un état chez vous, vous voyez ce processus d'arriver et d'aboutir au fait d'être ennuyé, donc vous êtes ennuyant ou quelque chose est ennuyant, là, ça sera boring. Boring. For example, the film, the movie was very boring. OK, easy. Si vous êtes enthousiaste, très important. D'ailleurs, en français, je vois de plus en plus, je suis très excité à l'idée de « c'est horrible, pitié ». Alors, je ne suis vraiment pas contre les anglicismes, je suis le premier à en utiliser trop, mais quand même, dire « je suis excité », c'est une connotation sexuelle qui n'est pas forcément très appropriée en français, si je puis dire. Donc, c'est bien « I'm very excited » en anglais. Mais en français, vous n'êtes pas excité. Vous êtes enthousiaste à l'idée de « s'il vous plaît, ne dites plus « je suis excité », OK? Parce que souvent, c'est évidemment, ça vient de l'anglais « I'm excited ». Mais si vous dites « I'm very exciting », c'est « je suis très excitant ». Et là, on retombe sur le sens français qu'on ne devrait pas utiliser. Donc, vous faites comme vous voulez. Maintenant, vous savez. Comment vous dites un prêt en anglais? A loan. Comment vous dites prêter quelque chose à quelqu'un? To lend something to someone. Maintenant, quand vous dites emprunter quelque chose à quelqu'un. To borrow something. OK? From someone. So, can I borrow your pen? Et pas can I lend your pen? Parce que ça veut dire littéralement, est-ce que je peux prêter ton stylo? To lend, c'est prêter quelque chose à quelqu'un. To lend something to someone. And can I borrow? To borrow something from.
someone. Can I borrow your pen? OK? Je t'emmènerai à l'aéroport. I will take you to the airport. On n'apporte pas quelqu'un à l'aéroport. Parce que si vous dites to bring, on a l'impression que c'est un sac à patates que vous prenez et boum, vous le déposez à l'aéroport. Allez, au revoir. Non. To take someone to the airport. You do not bring someone en mode sac à patates à l'aéroport. On fait avec les images qu'on a, hein, désolé. C'est peut-être pas la plus gracieuse, mais je trouve qu'elle est parlante. Tu me manques. Grosse faute, attention. Ou alors, plutôt, on va faire, oui, tu me manques. I miss you. Et maintenant, je te manque, you miss me. Donc, quand quelqu'un vous manque, vous dites I miss you, c'est celle-ci qu'il faut retenir. Mais si vous voulez être sarcastique, ironique ou pas et dire je te manque, c'est you miss me. Et oui, c'est inversé. Tu, I, je te manque, you miss me. Facile? Yeah. Alors, on ne va pas se compliquer la vie. Il y a une parfaite symétrie dans les si, entre l'anglais et le français, enfin entre le français et l'anglais. Si j'avais plus de temps, bon, forme imparfaite, je voyagerais, pas je voyagerais, yes, donc conditionnel. Si j'avais plus de temps, if I had more time, ok, forme passée, I'd travel, I would travel. Conditionnel, il se forme toujours avec would, plus la base verbale, ici c'est to travel. Donc to travel, c'est l'infinitif, on vire le to, ça nous donne l'infinitif, donc travel. I would travel. Perfect, I travel. C'est un acteur très connu, ce n'est pas un very known actor. Cloutier, non. Is very well known. Connu, well, bien connu en fait. Well known, et pas known ou known, non. Well known actor. Is a very well known actor. Très connu, on pourrait dire aussi célèbre. Vous l'avez. Famous, et il n'est pas famous. C'est pour ça que je vous l'ai mis. C'est famous. All right. I had a lot of fun at the party. C'est pas I was very fun. J'étais vraiment très amusé ou j'ai passé un bon moment. It was very fun, ok? I had a lot of fun. To have... Attendez, je vais vous l'écrire comme il faut. Ici, il y a de la place. Oui, je sais, mais j'oublie. To have fun, s'amuser. Ok? C'est vraiment un verbe extrêmement courant à retenir, absolument. Pour dire que quelqu'un est amusant ou amusante, ce n'est pas she is very fun. Non. She is great fun. Bon, ça, il faut l'apprendre par cœur. C'est peut-être pas la phrase la plus indispensable, mais c'est vraiment dans les 99 fautes qui reviennent, à mon sens, le plus souvent. Elle sera probablement en retard. She will probably be late. Moins souvent, ça se dit moins souvent que she will be probably late. Parce que, je ne sais pas si vous sentez, mais ça casse en fait le rythme de la phrase si je mets l'adverbe juste avant late. En fait, juste après la forme verbale. She will be probably late. Non. She will probably be late. Parce que être en retard, ça va ensemble. Ce n'est pas être probablement en retard, c'est être en retard probablement. D'accord? Be et late, on les laisse ensemble et donc on met plutôt l'adverbe, c'est plus joli avant. Maintenant, celle-ci, on l'a déjà vue, mais je la répète parce que je la vois trop souvent encore. Être d'accord, c'est to agree with someone. I agree, I hope you agree with me. You should. Yes, you should. So you are not agreed with me, you agree with me. And I agree with you. Si vous ne l'avez pas fait, chers amis, vous pouvez bien évidemment mettre un pouce bleu, ça fait toujours très plaisir, juste ici en bas à droite. Et récupérer toutes les slides qui s'affichent sous vos yeux ébahis sur ce magnifique et nouvel écran. Vous pouvez évidemment les récupérer en cliquant sur le i en haut à droite. Et si vous êtes sur mobile ou sur tablette, vous les avez en cliquant sur le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Continuons, on arrive bientôt aux 10 dernières expressions de cette vidéo. I like very much this film. J'aime vraiment ce film. Et oui, traduction mot à mot, pourquoi pas? Eh bien non, malheureusement. C'est I like this movie.
very much ou I really like this movie. OK? Soit vous mettez really ici, soit vous dites I like this movie, this film, very much. Mais vous ne me mettez pas, j'en perds mon semblant de français, vous ne me mettez pas la locution adverbiale avant, entre le verbe et l'objet, d'accord? I like this movie very much, ou I really like this movie. OK. Maintenant, alors ça aussi, je l'entends toujours dans la bouche des Américains, notamment, c'est une énorme bêtise, pour ne pas être vulgaire, on ne dit pas « he don't know ». Please, c'est « he doesn't ». Ça, il faut vraiment l'apprendre par cœur. S'il n'y a qu'une chose que vous pourriez retenir de cette vidéo, ça s'adresse sans doute cette phrase, c'est peut-être la plus importante, avec celle-ci. She's more better. Non. Si vous avez better, c'est déjà un comparatif de supériorité. Donc, ça ne sert à rien de rajouter more. More, c'est lorsque vous n'avez pas le ER à la fin. Par exemple, plus cher, more expensive. On ne dit pas expensiver. Non, more expensive. D'ailleurs, en anglais moderne et notamment américain, on a tendance à laisser tomber le ER et même pour des adjectifs courts, comme par exemple clever, on va dire more clever au lieu de dire cleverer. Parce que normalement, on devrait dire ceci, mais on dit more clever. OK? More small, même si ce n'est pas top, il faudrait dire smaller. More clever, ça passe, mais more small, ça s'entend très souvent à l'oral, mais c'est une faute. OK? Donc, les règles parfois sont un peu mouvantes. Mais si vous avez more, vous n'avez sûrement pas le ER. So, she's better than him. All right? Si vous avez un doute, vous ne pouvez pas dire I have a doubt. Non. Vous dites, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus idiomatique, c'est-à-dire vraiment comme les anglophones parlent, vous dites I'm not sure. That's it. I'm not sure about the answer. All right. Si vous voulez parler d'un chef dans un restaurant, vous dites he's a chef in a restaurant et pas a restaurant. Non, in a restaurant. Is a chef in a restaurant, OK? Parce que chief, ça existe, mais chief, c'est par exemple le grand chef dans la police. Ce n'est pas la même chose, même s'il y a toujours cette notion de boss. Maintenant, faites bien la distinction entre stressful, for example, a stressful situation, une situation qui est stressante, qui déclenche un état de stress. Et dans ce cas-là, si vous êtes stressé en anglais, you are very stressed. Stressed, exactly. Donc, stressful, plein de stress, c'est-à-dire stressant, et stressé, stressed. D'ailleurs, à chaque fois, je vous casse la tête, si je puis dire, de manière imagée, bien sûr, avec mon accent tonique, et ça se dit en anglais. Vous savez que dans les mots de 2 syllabes ou plus, vous avez un accent tonique qui se dit stress. Voilà, c'était juste pour rebondir de stress à stress et radoter une nouvelle fois. Si quelqu'un vous a surpris, on ne dit pas « He made me a surprise ». Non, « He surprised me ». OK? Si vous êtes en vacances, en American English, ça se dit « to be on vacation ». OK? On vacation, c'est vraiment là, pour le coup, la forme américaine. Ensuite, je me répète, si vous n'êtes pas d'accord, c'est toujours « I don't agree ». Ce n'est pas « I am not agree ». To agree with someone. Alors, je sais que c'est la 3e fois qu'on l'a vu un peu sur toutes ces formes, mais c'est la répétition qui fait la mémorisation et c'est comme ça qu'on progresse. Je ne suis pas d'accord. I don't agree. Exactly. Si vous êtes responsable de quelque chose, vous n'êtes pas responsible of the project. Non, you are in charge of the project. He is in charge of the project. Si vous voulez dire que c'est très bien, vous n'allez pas dire « it is very well ». Non, vous allez dire « it is very good ». Mais par contre, si vous voulez dire « bien joué », c'est « bien fait », vous pourrez dire « well done ». OK? Alors là, d'ailleurs, on va mettre une majuscule « well done ». Mais c'est très bien, ce bien, il qualifie ce. Donc « it's very good ». OK? Qu'est-ce qui est good? C'est it. C'est bien fait. Ici, on qualifie comment c'est fait. Donc, c'est plus ce, ça. C'est le verbe, donc c'est well. OK.
Je me suis perdu en ville. C'est pas I have lost in the city. Hein. Non. Je sais que ça vous énerve mon accent français, mais encore une fois, c'est ce côté entre guillemets un peu caricatural. J'espère que c'est pas trop répétitif, mais qui permet de bien mettre les choses en perspective. I got lost in the city. To get lost, regardez. To get lost, en fait, le get ici, il permet de traduire la forme pronominale. Se perdre, c'est donc un infinitif. Évidemment, l'infinitif, on le retrouve avec to. Okay. To get lost. I got, évidemment, c'est un verbe irrégulier. I got lost in the city, en ville. OK. Et on finit dans la joie et la bonne humeur. In a joyful atmosphere, on ne dit pas good continuation, mais on dit all the best. All right? Yes. I don't understand anything. Surtout pas de double négation. On ne peut pas dire I do not understand nothing. Vous voyez, vous auriez une première négation ici, une deuxième négation ici. Ça ne marche pas en anglais. En français, on peut le faire. Rien ne. OK? Donc, I don't understand anything. Et jamais I don't understand nothing, même si évidemment, vous verrez par exemple plein d'Américains parler de cette façon, mais c'est juste du mauvais anglais, qu'on soit outre-Manche ou outre-Atlantique, ou que vous soyez sur Terre. I don't understand nothing is not, vous vous souvenez, du bon anglais? Proper English, exactly. Et vous savez ce qu'on met sur la première lettre de English? Exactement une majuscule, mais c'est magnifique, chers amis. Bravo! C'était il y a longtemps. It was a long time ago. Un temps long. Pas it was long time ago. It was a long time ago. Voilà, chers amis, les 99 fautes, ou erreurs si vous préférez, les plus courantes en anglais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un grand pouce bleu juste ici en bas à droite. Ça fait toujours très plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à cette fabulous YouTube channel by clicking on the red button which is down there. Et si vous le souhaitez, laissez-nous un commentaire. C'est toujours très appréciable et agréable de lire vos retours. C'est ce qui nous permet évidemment de nous améliorer. Je vous dis donc à très vite. Et oui, exactement. In a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye, talk to you very soon.